Pourquoi un exposé sur la lumière? Pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a une longue histoire faite de multiples controverses. On a mis en effet plus de 2000 ans à comprendre sa nature. Ensuite, parce que l'utilisation de la lumière, de toutes les lumières, nous permet de faire des progrès considérables dans la compréhension du monde, qu'il soit infiniment grand ou infiniment petit. Commençons l'histoire par le monde grec. Cette fresque peinte par Raphaël aux alentours de 1510 présente les grandes figures de la pensée antique, parmi lesquelles Socrate, Platon, Aristote, Pythagore, Ptolémée, Euclide. Euclide est le premier à représenter la lumière sous forme de rayons lumineux, mais il est également à l'origine de la première controverse, puisqu'il prétend, comme Ptolémée, que c'est l'œil qui envoie la lumière, alors que Démocrite et Lucrèce pensent au contraire que l'œil la reçoit. C'est finalement le grand savant arabe Al-Hazen qui, vers l'an 1000, démontre que la lumière entre dans l'œil et que les images se forment sur la rétine. La deuxième controverse concerne la nature de la lumière. Est-ce un flot de particules, comme le prétend Newton, ou bien une onde, une vibration qui se propage, comme l'affirme Huygens? Le débat va continuer après leur mort et opposer pendant 2 siècles de grands savants, d'un côté les newtoniens comme Laplace, de l'autre les partisans de Huygens comme Fresnel. Mais au XIXe siècle, après la découverte de phénomènes propres à la lumière, comme la diffraction, les interférences ou la polarisation, il devient évident que la lumière est bel et bien une onde. Le triomphe est parachevé par Maxwell qui, en mettant en équation les phénomènes magnétiques et électriques, démontre que la lumière est une onde électromagnétique. L'histoire s'arrête-t-elle là? Non, car au début du XXe siècle, Einstein ne peut expliquer l'effet dit photoélectrique s'il considère que la lumière est seulement une onde. Il réintroduit alors la théorie de Newton et explique que la lumière est à la fois une onde et un flot de particules qu'il appelle quanta, plus tard renommées photons. C'est la dualité onde-corpuscule de la lumière qui sera théorisée par Louis de Broglie dans les années 1920. Troisième et dernière controverse, la vitesse de la lumière. Elle oppose cette fois Descartes, pour qui la lumière se propage instantanément, à Rømer, pour qui la lumière a une vitesse finie. À leur époque, Galilée essaie de mesurer cette vitesse entre 2 collines de Toscane, mais en vain, car ses instruments sont bien trop rudimentaires. Pour asseoir sa théorie, Rømer s'appuie sur l'observation de Io, un satellite de Jupiter qu'il observe très bien à la lunette astronomique. Il constate que d'un mois à l'autre, Io se lève de plus en plus tard et explique le phénomène par le temps que met la lumière de Io à parvenir à la Terre. On peut développer plus facilement son raisonnement avec les données connues aujourd'hui. Jupiter met 12 ans pour faire le tour du Soleil, la Terre met 1 an. Quant à Io, il met 42 heures pour faire le tour de Jupiter. Lorsque la Terre est au plus près de Jupiter, la lumière de Io met 35 minutes à lui parvenir. Lorsque la Terre est au plus loin de Jupiter, la lumière de Io met 50 minutes à lui parvenir, parce qu'il faut environ 15 minutes de plus à la lumière pour traverser le diamètre de l'orbite terrestre. En divisant ce temps par le diamètre, Rømer aurait pu déterminer la vitesse de la lumière. Malheureusement, la distance Terre-Soleil était imprécise à son époque. Et c'est finalement au milieu du XIXe siècle que, grâce à des expériences mémorables, Foucault et Fizeau déterminent la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Restons dans l'histoire et revenons à Newton en 1666, dans sa maison. Il fait passer un rayon de lumière solaire à travers un prisme et constate que la lumière qui sort du prisme s'étale en 7 couleurs comme dans un arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. En réalité, il n'y a que 6 couleurs, l'indigo, qui est une nuance de bleu, n'étant pas à prendre en compte. Mais Newton veut en voir 7, car ce chiffre est magique à son époque. La lumière reste cantonnée à 6 couleurs pendant tout le XVIIIe siècle, appelé siècle des Lumières, car les philosophes comme Voltaire
pense que le monde doit être gouverné par la raison et la science, d'où la volonté de diffuser le savoir le plus largement possible. À ce titre, Voltaire publie Les éléments de la philosophie de Newton. C'est le premier livre qui introduit le grand savant anglais en France. Le frontispice de l'ouvrage est d'ailleurs caractéristique, puisqu'on y voit un monde éclairé non pas par la lumière divine, mais par la science, représentée ici par Newton. Le meilleur symbole de cette volonté de rassembler les connaissances et de les répandre auprès du public est bien sûr l'encyclopédie dirigée par Diderot et d'Alembert. Diderot décrit ainsi les objectifs de cette gigantesque entreprise de 72 000 articles dans 28 volumes. Tome 9, on y retrouve les opinions de Descartes, Huygens, Newton sur la lumière dans l'article Lumière. Et tome 4, celle de Newton sur la décomposition de la lumière du Soleil dans l'article Couleur. Mais existe-t-il d'autres lumières à gauche et à droite? À gauche, oui, répond Herschel, qui découvre l'infrarouge en 1800. Et à droite aussi, répond Ritter, qui découvre l'ultraviolet en 1801. Ce n'est pas fini. Hertz découvre les ondes radio en 1885 et Röntgen les rayons X en 1895. Il y a deux dates car ce n'est que 17 ans plus tard, en 1912, que les rayons X seront effectivement considérés comme une lumière. Enfin, Rutherford découvre les rayons gamma en 1900, leur nature en tant que lumière n'étant confirmée là encore qu'en 1914. Les ondes radio, l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma, c'est de la lumière, comme le visible. L'ensemble forme ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, et ce qui différencie ces lumières, c'est leur longueur d'onde. Notre œil ne détecte qu'une infime partie de ce spectre, le spectre visible, sachant que certains animaux, poissons, reptiles ou insectes, sont sensibles à l'infrarouge ou aux ultraviolets. À noter que le Soleil, et d'une façon plus générale les étoiles, émettent de la lumière dans toutes les longueurs d'onde, mais heureusement, les rayons gamma, les rayons X et une grande partie des ultraviolets sont absorbés par l'atmosphère et ne nous atteignent pas. Sinon, la vie serait impossible sur Terre. Le seul moyen d'étudier le ciel dans toutes ces lumières, pour s'affranchir de l'écran que constitue l'atmosphère, est d'envoyer des satellites. En voici quelques-uns. Chaque satellite possède des capteurs CCD, semblables à ceux qui équipent les appareils photo et les caméras, mais sensibles à une certaine gamme de longueurs d'onde. Voici à quoi ressemblerait le ciel si nos yeux étaient sensibles aux ondes radio, aux infrarouges, aux ultraviolets, aux rayons X, aux rayons gamma. Et, pour être complet, voici le ciel, plus précisément la Voie lactée, visible à l'œil nu, quand il n'y a pas de pollution visuelle, bien sûr. C'est l'addition de toutes ces images, dans toutes les longueurs d'onde, qui nous permet d'identifier les objets célestes et d'obtenir une vue globale de l'univers. Passons maintenant de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Il faut retenir une chose. La nature ondulatoire de la lumière impose une limite de résolution spatiale, c'est-à-dire une limite à la capacité de distinguer les détails, et ce, quel que soit l'instrument d'observation. En gros, on ne peut pas voir plus petit que la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise. Prenons l'exemple de la biologie, et des cellules en particulier, qui ont une taille de l'ordre de 10 à 100 micromètres. Le micromètre, c'est 1 millième de millimètre. L'utilisation de l'infrarouge,
dont la longueur d'onde est de l'ordre du millimètre, permet d'observer un ensemble de cellules. Pour voir à l'intérieur d'une cellule, il faut utiliser les ultraviolets. Et pour étudier individuellement les différents objets biologiques qui constituent une cellule, il faut passer aux rayons X, dont la longueur d'onde est de l'ordre du nanomètre, 1 milliardième de mètre, ou encore 1 millionième de millimètre. On choisit donc sa lumière en fonction des objectifs de recherche. Avec la microscopie infrarouge, on peut déterminer par exemple la composition chimique d'un ensemble de cellules, protéines, glucides, lipides. Ici, les cellules gorgées de graisse de ce prélèvement de tissu de foie indiquent une maladie appelée stéatose. Avec la microscopie de fluorescence UV, nous descendons en deçà de la taille d'une cellule humaine. En bleu, on voit le collagène, la protéine la plus abondante dans l'organisme humain. L'imagerie de fluorescence UV permet de le localiser très précisément dans la cellule et de vérifier s'il n'est pas en excès, ce qui serait le signe d'un début de fibrose. Les rayons X maintenant. La technique la plus employée pour l'étude des molécules biologiques comme les protéines est la cristallographie par diffraction des rayons X. On envoie des rayons X sur un échantillon biologique qui tourne. Les rayons X sont diffractés par le nuage électronique des atomes de l'échantillon, créant un motif de diffraction qui, par traitement mathématique, permet de remonter à la densité électronique et donc à la nature tridimensionnelle de la protéine. Les images obtenues montrent la structure des protéines en 3D, ici l'hémoglobine, le collagène, la kinase, SMAD1, etc. Aujourd'hui, on connaît, parce qu'on les a modélisées, plus de 100 000 protéines. Quelques secondes suffisent à un ordinateur pour passer du motif de diffraction à la structure 3D. Alors que dans les années 1960, il fallait des mois, voire des années, à des pionniers comme Max Perutz et John Kendrew pour créer ces modèles en 3 dimensions à la main. Les protéines jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement du corps humain et la connaissance de leur structure est essentielle pour comprendre l'apparition de maladies et mettre au point les médicaments. Les milliers de médicaments commercialisés actuellement se partagent 330 cibles. 90% des cibles sont des protéines. On voit ici l'action de l'aspirine sur l'enzyme de signalisation de la douleur. En se liant à l'enzyme, la molécule d'aspirine se casse en plusieurs parties qui vont s'arrimer sur des sites qui rendent l'enzyme inopérante. La douleur n'est plus signalée. Existe-t-il des laboratoires qui utilisent toutes les lumières dont nous avons parlé, infrarouge, ultraviolet, rayons X? Oui, le synchrotron Soleil, situé à 20 km au sud de Paris. On fait tourner des électrons quasiment à la vitesse de la lumière autour d'un anneau de 350 mètres de périmètre. En tournant, les électrons émettent une lumière extrêmement performante qui est canalisée vers des sorties, les lignes de lumière. Véritable laboratoire, chaque ligne de lumière est spécialisée dans un domaine de longueur d'onde bien défini grâce à des dispositifs optiques. Autre instrument exceptionnel, le laser à rayons X à électrons libres, inauguré le 1er septembre 2017 à Hambourg, en Allemagne. C'est très récent. Situé à 40 mètres sous terre, long de plus de 3 km, il peut émettre 27 000 flashs de rayons X par seconde. On voit ici une animation montrant la rencontre de la lumière, en l'occurrence les flashs de rayons X, avec la matière, en l'occurrence la molécule à étudier. La longueur d'onde des rayons X est de l'ordre du nanomètre, suffisamment petite pour offrir des images d'une résolution de la dimension d'un atome. Avec cet instrument, les physiciens disposent en quelque sorte d'une caméra ultra rapide pour filmer des molécules en mouvement, ce qui permettra à terme de répondre à de nombreuses questions. Ainsi, des ondes radio aux rayons gamma, on voit que la lumière, que toutes les lumières, participent très largement à l'aventure scientifique et au progrès qui l'accompagne. Cet exposé avait pour objectif d'en faire une modeste illustration. Merci de votre attention.